Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes toujours sur le TD12 et maintenant nous allons passer à l'exercice 2. Capteur numérique et encodage de l'image. Donc la première question, définir ce qu'est un capteur photosensible numérique de type CCD ou CMOS. Comment est-il formé? Qu'obtient-on à la sortie de ce capteur qui traduit l'image reçue par ce capteur? Détaillez votre réponse. Bon, première remarque, de type CCD ou CMOS, vous pouvez ignorer. Comme je l'ai dit dans le cours, sur le programme initial de STD2A qui date maintenant quand même d'il y a 8 ans, un peu plus même, on vous parlait de type CCD CMOS, c'est en fait le type de construction du capteur. Aujourd'hui on en a beaucoup plus que deux types, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Vous pouvez totalement ignorer que cette mention est là. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de définir qu'est-ce que c'est un capteur photosensible numérique. Et essentiellement, c'est dans le cours, le grand 2, grand A, pardon, c'est là où on parle du capteur photosensible. Donc, on vous demande comment il est formé. Si vous avez bien vu le cours, bien appris le cours, on vous explique comment il est décomposé en petits morceaux. Donc, c'est ça qu'on vous demande d'expliquer. Et qu'est-ce qu'on obtient à la sortie de ce capteur qui traduit l'image reçue par ce capteur? Donc là, la réponse, elle peut déborder sur le grand 2, grand B du cours. C'est en fait là où on essaie de vous amener. Donc ça, c'est essentiellement du cours. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire dessus. On va aller voir la réponse. Donc, un capteur photosensible numérique est un assemblage de petits capteurs correspondant chacun à un pixel de la future image formée. Chaque petit capteur transforme la lumière reçue en un signal électrique. Ce signal encode l'information de la lumière reçue. Bon, là j'ai été vraiment très succinct dans la définition, même en disant une petite bêtise. Enfin, une petite bêtise, c'est vite dit. Quand je dis que chacun correspond à un pixel, alors en fait, c'est chacun correspond à une composante de couleur du pixel. Sachant qu'il y a au moins 3 composantes de couleur par pixel. Bon, là, ça devient un peu lourd comme phrase. Donc voilà, là, j'étais un peu plus rapide. Oui, n'oubliez pas que le but du capteur, c'est la même chose que le panneau solaire, et c'est en fait la même chose que vos yeux. Ils prennent de la lumière et transforment cette lumière en électricité. Et c'est ce signal électrique, cette électricité, qui ensuite est interprétée en information. Donc, enfin, sauf pour le panneau solaire, où là, tout ce qui nous intéresse, c'est que ça crée de l'électricité. Mais bon, pour l'œil et pour le capteur, on a la lumière, c'est transformé en électricité, et après, pour l'œil, c'est le cerveau qui interprète ce signal électrique, ce signal nerveux électrique, en tant qu'image. Pour le capteur, eh bien, c'est l'informatique derrière qui va interpréter ce signal électrique comme information. Bon, question d'après. Chaque pixel du capteur attribue une valeur pour chaque composante RVB. Expliquez ce que RVB signifie et pourquoi ces 3 valeurs suffisent pour créer l'image. Donc RVB fait référence à 3 couleurs différentes. Je pense que vous arriverez à les deviner assez facilement. Donc c'est ce qu'on vous demande d'expliquer ce que RVB signifie, c'est ça, les 3 couleurs que ça signifie. Et pourquoi ces 3 couleurs suffisent pour créer une image. Donc là, on fait référence à ce qu'on appelle la trichromie. On en a parlé l'année passée, cette année aussi. Comment avec juste 3 couleurs, on arrive à faire tout le reste. Donc à nouveau, là, c'est un peu du cours, même s'il déborde sur plusieurs chapitres. Alors RVB signifie rouge, vert, bleu. Ce sont les 3 couleurs que l'œil humain peut percevoir. Donc ça correspond aux 3 cônes rouge, vert, bleu de l'œil humain. Et toutes les couleurs peuvent être formées à partir de ces 3 composantes grâce à la synthèse additive. Les écrans marchent en synthèse additive comme notre œil.
RGB, ça suffit pour faire toutes les couleurs. Alors pour être honnête, pas tout à fait, il y a certaines couleurs extrêmes qui ne peuvent pas vraiment être affichées sur un écran ou prises en photo parce qu'elles sont sursaturées. C'est généralement des couleurs fluo qui ont beaucoup de mal à passer sur un écran correctement, ou d'autres couleurs très intenses. Mais bon, on en a suffisamment. Mais bon, les petits chipotages, ça va pas rentrer comme question au bac. Ça va pas tomber là-dessus. Ok, petit 2. Chaque composante RGB est encodée en utilisant un octet. Un octet, c'est 8 bits. 8 bits, c'est une valeur 0 ou 1. Donc ça nous donne en tout 2 puissance 8 égale 256 niveaux de possibles pour chaque composante. Donc là, en gros, je rappelle ce que j'ai dit dans le cours en grand 2, grand B, où j'explique que pour chaque composante RGB, on va attribuer un chiffre de 0 à 255, c'est-à-dire 256 chiffres différents, pour chaque composante rouge, vert, bleu. Donc, combien de couleurs possibles différentes pourra avoir un pixel? Justifié. Donc dans cette question, je vous demande de en fait calculer combien de couleurs différentes est-ce qu'on peut créer avec 3 composantes, chacune ayant 256 niveaux possibles. Donc vous pouvez prendre un RGB, ils sont tous les 3 indépendants. Rouge peut prendre 256 niveaux différents, vert aussi, bleu aussi. Donc quel genre de calcul il faut faire? Si vous avez un peu de mal, peut-être vous pouvez penser au dé. Quand vous jouez au dé, vous avez 6 possibilités différentes avec 2 dés. Et donc combien de possibilités différentes ça vous donne? Quel genre de calcul il faut faire? Faites 6 quoi pour arriver au nombre de possibilités totales pour les dés. C'est un peu la même idée ici. Alors, combien il y a de possibilités en tout? Chaque composante peut avoir 256 niveaux différents. Donc le nombre de combinaisons totales possibles, c'est 256 fois 256 fois 256. Soit 16 777 276 couleurs. 216 couleurs. Donc, dit autrement, c'est 256 puissance 3. C'est pas 256 fois 3, c'est puissance 3. Parce que, ben oui, on peut changer une couleur indépendamment, puis une deuxième, puis une troisième. Enfin, voilà, elles sont toutes indépendantes l'une de l'autre. Ce 16 millions de couleurs, c'est un bon chiffre pour le nombre de couleurs. Il faut savoir que l'œil humain, les yeux humains les plus entraînés, arrivent à distinguer à peu près 8 millions de couleurs. Donc 16 millions, on dépasse ce que l'œil humain normal arrive à distinguer. Un œil non entraîné, lui, il arrive seulement à voir environ 1 million de couleurs différentes. En tant qu'artiste, j'espère que vous vous rapprochez plus des 8 millions. Bon, tout ça pour dire, 16 millions, c'est plus que ce qu'un œil humain peut voir. On est arrivé à 16 millions de couleurs dans 95, c'était le Windows 95, la grande révolution, où enfin on arrivait à 16 millions de couleurs, où on pouvait faire des films sur CD, sur DVD, enfin, plus tard sur DVD, hein, initialement c'était sur CD, enfin il y avait des CD énormes qui pouvaient avoir des films dessus, ou enregistrer des petits morceaux de films. Donc bon, pour vous ça vous paraît normal aujourd'hui, mais en 95 c'était une véritable révolution d'arriver à 16 millions de couleurs. On avait enfin des images qui pouvaient être potentiellement photoréalistes sur ordinateur. Bon, comme j'ai dit dans le cours, aujourd'hui on peut avoir le 256 niveaux différents, 512, voire 1024. Est-ce qu'il y a un intérêt à en avoir beaucoup plus? Ah non, en fait, pas 512 1024, beaucoup plus que ça. 256 au carré. Donc 16 000 niveaux différents, 1 million de niveaux différents. Honnêtement, le humain n'arrive pas à distinguer. Donc, même aujourd'hui, si vous allez sur internet, vous allez voir que beaucoup des images vont être juste en 16 millions de couleurs. Et même en photo, on prend souvent les images comme ça parce que
honnêtement, on n'arrive pas vraiment à voir la différence. Donc, oui, c'est un bon nombre. Même si ça, voilà, on a fait mieux depuis, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Alors, question d'après. On encode une photo numérique d'un appareil photo affichant 20 millions de pixels. Mégapixels, c'est millions de pixels. Dans un premier temps, aucun logiciel de compression de l'image n'est utilisé. Quelle sera la taille de l'image en octets et en bits? Donc là, c'est une question où on vous demande quelle est la taille du fichier enregistré de l'image, sachant sans logiciel de compression, c'est-à-dire sans calcul supplémentaire. Bon, un appareil photo de 20 millions de pixels, aujourd'hui, c'est vraiment du bas de gamme. La plupart sont bien au-dessus. Donc, comment est-ce qu'on va faire ce calcul? Eh bien, si vous regardez tout en haut, je vous explique que pour chaque couleur, il y a 3 composantes, et chaque composante utilise un octet. Donc, chaque couleur, en fait, c'est chaque pixel. Donc, on a 20 millions de pixels, chaque pixel a 3 composantes, chaque composante, un octet. Et en bits, c'est la même chose, 20 millions de pixels, chaque pixel 3 composantes, chaque composante 8 bits. Donc là, j'espère que vous avez une idée du calcul à faire. Le calcul qu'on attend de vous, bon là c'est la même chose que je viens de dire. Et donc on a besoin, pour 20 millions de pixels, 3 composantes, donc il y a 60 millions de composantes en tout, et un octet par composante, donc 60 millions d'octets. Pour les bits, on va multiplier par 8, donc 8 fois plus, ce qui va nous donner 480 mégabits. Bon, question d'après. La carte mémoire de l'appareil photo est de 30 gigaoctets. Bon, aujourd'hui, ça fait une vieille carte mémoire pas très bonne, mais à l'époque où j'avais fait le sujet, c'était une bonne carte mémoire. Alors, le logiciel de compression des images réduit la taille d'une image à 1/5 avec quasiment aucune perte de qualité. Bon, ça c'est ce qu'il me raconte, mais c'est pas toujours le cas. Par contre, chaque pixel est encodé en 32 bits ou 4 octets en tout. Combien de photos pouvez-vous mettre sur une carte mémoire? Détaillez votre calcul. Donc là, c'est à nouveau un calcul similaire à ce qu'il y a avant, mais on rajoute 2 petites étapes en plus. Donc première chose, ça va être de calculer la taille d'une photo. Donc on a toujours les photos à 20 millions de pixels, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir 3 octets ou 24 bits par pixel, on a 4 octets ou 32 bits. Donc vous reprenez le calcul d'avant, et au lieu de mettre 3 octets, vous mettez 4 octets. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il vaut mieux faire le calcul en octets, c'est des chiffres plus petits, on a des octets ici dans le donné, donc voilà. Donc, 4 octets par pixel et 20 millions de pixels. Simple multiplication. Ensuite, ça vous donne la taille d'une photo. Mais n'oubliez pas, il faut la compresser. Donc, vous prenez ce résultat, donc 4 octets fois les 20 millions, et vous divisez par 5 dû à la compression. Et là, ça va vous donner la taille finale de l'image sur la carte mémoire. Puis vous allez voir combien de ces images vous allez arriver à mettre en 30 gigaoctets, sachant que si vous avez un résultat avec virgule, vous ignorez la virgule. Parce que s'il n'y a pas la place pour mettre la photo, vous ne pouvez pas prendre la photo. Il ne va pas mettre une moitié de photo en mémoire. Il va juste refuser de le faire. Donc quel calcul est-ce qu'on a à faire? 20 millions de pixels fois 4 octets, c'est ce que j'ai dit. Et on dit que la photo prend 5 fois moins de place. Pardon. Une image sera donc de 20 millions de pixels fois 4 divisé par 5, soit 16 mégaoctets. Ça, c'est la taille d'une photo. On vous a dit que la carte mémoire fait 30 gigas. Alors 30 gigas,
1 giga c'est 1 milliard par rapport au méga qui est 1 million. Ou dit autrement, 1 giga c'est 1000 mégas. 30 gigaoctets c'est 30 000 mégaoctets. Donc dans 30 000, combien de fois on fait rentrer 16 000? Et si vous faites le calcul, vous voyez que ça fait 1875 photos. On a arrondi à l'inférieur. Et voilà. Donc ça c'était l'exercice 2. À bientôt pour le prochain exercice.